Bonjour, merci beaucoup, vous qui nous suivez en direct sur Eric Favre TV, mais aussi sur Lit TV. C'est un plaisir de vous retrouver. On est avec Eric Favre, PDG du groupe Eric Favre Invest. Eric, c'est un plaisir. Eh bien écoute, bonne soirée, bonsoir à tous les auditeurs également. Comment allez-vous? En pleine forme. En pleine forme. Vous revenez au Sénégal maintenant, vous êtes basé au Sénégal à 100%, on dirait. En fait, aujourd'hui, je reviens parfois en France, mais je suis basé au Sénégal. Mais vous avez la nationalité sénégalaise maintenant? Pas encore, mais pourquoi pas un jour. Vous la voulez? Je l'aimerais bien, oui. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Pourquoi vous avez choisi l'Afrique? J'ai choisi avant tout l'Afrique, parce que je suis convaincu que c'est un continent d'avenir, où il y a une jeunesse qui est extrêmement importante, qui a besoin d'espoir, qui a besoin de projets. Et je pense qu'à mon âge, 60 ans, après plus de 35 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait le tour un petit peu de l'entrepreneuriat en Occident, qui me motivait plus, qui me plaisait plus, qui me faisait plus vibrer. Et je dirais que cette nouvelle aventure que j'entreprends aujourd'hui, à un âge où les autres s'arrêtent, c'est un beau challenge et je suis hyper motivé pour pouvoir développer mon groupe ici en Afrique avec vous tous ici présents. Un groupe dans plus de 73 pays dans le monde. Quelle est la particularité du Sénégal par rapport à ces autres pays? La particularité du Sénégal, c'est un pays qui est très, très compliqué quand on y vient de temps en temps. On a énormément de mal à le comprendre. Il y a un rapport déjà avec l'argent qui est assez particulier. On peut le comprendre parce que dans beaucoup de pays qui sont en voie, comme on dit, de développement, l'argent est primordial puisque c'est ce qui permet de nous nourrir, d'aborder l'éducation, la formation, etc. Mais je dirais que le Sénégal, par rapport à Abidjan, où j'ai hésité au départ à me poser, je pensais soit être en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Je dirais que le Sénégal est un petit peu en retrait et a une espèce de rapport avec l'argent qui est un petit peu particulier. C'est-à-dire que on vit beaucoup au jour le jour, on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a du mal à s'investir dans l'avenir. Et on est vraiment dans un esprit de survie, entre parenthèses, où tout est fait au jour le jour. Et c'est assez difficile quand on monte une entreprise, on est obligé d'avoir une vision de développement qui est sur du moyen et du long terme. Et c'est quelque chose qu'ici au Sénégal, on a encore un petit peu de mal à intégrer. Pourquoi particulièrement le sport? Pourquoi pas, je sais pas, la nutrition ou d'autres domaines? On vous voit attaquer le Sénégal avec le sport. Un combat de lutte, Bombardier, Tapha Tine, que vous avez financé en tant que sponsor leader. Ensuite, le kickboxing, Eric Favre Fight Legend, une première édition très bien réussie avec Lamine Sène qui est venu de France. Ensuite, une deuxième édition qui a cartonné. Vous avez su mêler Arlou Brick, Ngaka Blendé, Laurent Ndiago Boussite. On vous a vu aussi avec le taekwondo, avec beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi le sport particulièrement? Pour une raison très simple, j'ai démarré ma carrière dans le monde de la santé. Donc j'ai démarré dans les produits naturels, les produits de santé, plus particulièrement dans le monde de la pharmacie ou des magasins de produits naturels. Mais ma passion première, c'était la santé, bien sûr, mais le sport. Et aujourd'hui, le sport est en pleine expansion dans le monde entier. Mais quand on est dans un pays ou un continent où 70% de la population a plus de 50 ans, c'est une vision qui est un petit peu différente d'un continent où 70% de la population a moins de 30 ans et où le sport non seulement n'est pas simplement un loisir, mais une possibilité de développer des emplois, de créer des emplois, de créer des vocations. Une voie de réussite même. Une voie de réussite, de performance. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé, avec ma passion et le besoin qui se fait ressentir ici en Afrique et particulièrement au Sénégal, c'est de créer des métiers à travers le sport. Et les événements qu'on a pu organiser font partie des métiers dans l'événementiel. Demain, il y a des parties de préparation physique, de coach. Il y aura demain pour les gens qui ont des problèmes d'amincissement, des problèmes de santé. Le sport est le premier médicament nécessaire pour pouvoir avoir une santé épanouie. Donc tout naturellement, je suis allé dans le sport. Et puis en arrivant ici au Sénégal, j'avais besoin de m'assimiler, de comprendre comment vivent les gens ici au Sénégal, quelles sont leurs passions, quelles sont leurs cultures,
pour pouvoir la partager, pour pouvoir l'assimiler et l'intégrer dans mon âme et dans mon cœur. C'était important de participer et d'être sur le terrain avec les gens. On vous a tous pris pour un fou au début, hein, le combat Bombardier Tapha Tine. Vous êtes venu avec des écrans, on s'est dit, mais ce toubab-là, il nous vient d'où avec ces gros écrans? Puis cette organisation, dépenser énormément d'argent. Quelle était la vision derrière tout ça? Pourquoi vous avez dépensé autant d'argent pour un événement et vous avez même refusé les sponsors à la fin parce qu'on a vu que vous étiez le sponsor leader? On n'a rien compris, on a dit, mais il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis probablement un petit peu fou si on estime que quelqu'un qui investit sans avoir un retour sur investissement est un fou. Moi, mon investissement, il était un engagement auprès du Sénégal, auprès de lutteurs comme Tapha Tine, où je m'étais engagé quand je l'ai croisé de l'aider. Et à un moment, je pense que, tu sais, il y a un précepte, c'est savoir donner pour recevoir. Donc tu ne peux pas arriver ici et moi je suis un blanc, je suis un toubab, j'ai aucune légitimité dans le monde de la lutte. Mon devoir à un moment donné c'était de m'investir, de donner du plaisir au peuple sénégalais, leur montrer qu'on pouvait faire des choses différentes en ayant une attraction et un plaisir et une fierté d'aller voir des combats de lutte d'une autre manière, un peu plus, je dirais, comme dans le MMA et les choses comme ça, avec du show, avec des applaudissements, avec la fierté, la chaleur au cœur, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et tout le monde, finalement, a copié le système. Maintenant, on organise les combats un peu à la Eric, avec les mêmes types d'écrans un peu partout. Ça fait Oui, quoi de voir c'est normal. Tu sais, dans la vie, ceux qui survivent, c'est ceux qui innovent. Il faut toujours innover pour pouvoir continuer à évoluer, continuer à progresser. Et c'est un don du ciel aussi d'avoir cette capacité, d'avoir l'audace, le courage d'innover. Mais tu n'innoves et tu ne fais jamais les choses tout seul. On le fait en équipe. Et j'ai eu la chance de trouver une très très belle équipe ici qui est 100% africaine, parce que c'est aussi ma volonté, c'est de développer toutes mes activités en Afrique et avec les Africains. Et on a vu par la suite le drapeau du chef d'État. Vous avez accompagné le CNG en investissant énormément d'argent. Vous avez transformé Saint-Louis. C'était quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous a poussé dans cette collaboration avec le CNG? Et pourquoi on n'a pas vu de suite après? C'est simplement un besoin qu'avait le CNG de pouvoir organiser ce drapeau du président, de le faire de manière, je dirais, un peu plus glorieuse que ce qu'elle était fait avant. Et j'ai décidé avec nos équipes de pouvoir l'organiser pour pouvoir montrer une nouvelle face aussi de ce drapeau du président, qui est un événement qui a lieu toutes les années, pour montrer l'exemple, pour montrer qu'on peut faire les choses différemment et puis réveiller un petit peu le monde de la lutte. Une grande fête avec tous les ténors. Avec tous les ténors. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué que chaque fois, on arrive dans un contexte où c'est la division, les gens se déchirent, se frappent parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on fait du buzz. Moi, j'ai essayé au contraire d'unir, de réunir, et c'est ce que tu as vu et les gens ont vu à Saint-Louis, c'est tous les lutteurs étaient ensemble, ils dansaient ensemble, ils étaient sur la même scène, ils étaient tous fiers de représenter la lutte et leur pays. Et c'est un petit peu ce message que j'essaye de faire passer. C'est oui, il y a le show, il y a l'événement, il y a le cinéma, on va dire. Mais quand on est ensemble, des hommes et des femmes valeureux et qui ont envie de défendre le drapeau de leur discipline sportive ou de leur pays, on doit s'unir et se donner la main et puis ouvrir nos cœurs pour pouvoir faire un bon boulot et attirer des jeunes dans ce domaine-là. Non pas pour la violence, mais pour la beauté du sport et de la performance. Ensuite, on a vu Eric Favre avec le kickboxing, le taekwondo, surtout le kickboxing, on va s'arrêter là-dessus. Arlou Brick, Ngaka Blindé, des rappeurs que vous avez amenés dans un événement de kickboxing, puis ça a créé le show un peu partout sur Dakar, le buzz. Ensuite, on a eu Laurent Ndiago Boussité, un combat de kickboxing extraordinaire. D'où est venue cette idée-là? Toutes les idées ne me viennent pas de moi, je ne suis pas Dieu le Père, hein. C'est mes équipes qui à un moment donné comprennent la mentalité sénégalaise, me proposent, et je dirais que je suis à l'écoute et que quand les équipes imaginent un concept qui pourrait plaire aux gens, on le fait. Et une chose aussi qui est très très importante, c'est que à partir du moment où on a la prétention d'écouter et d'aider la jeunesse, il faut aller dans leur environnement.
tout ce que j'ai fait au départ, même que ce soit du côté plus institutionnel ou autre, on me disait mais qu'est-ce que vous foutez avec les lutteurs, qu'est-ce que vous foutez avec les gens du hip-hop, c'est n'importe quoi, c'est presque une honte. Mais ils sont mal jugés très souvent, stigmatisés. Mais déjà de juger, on n'a pas à juger déjà. Et quand on est à l'écoute de sa population et à l'écoute de sa jeunesse, on doit écouter quels sont ses goûts, quelles sont ses envies, quels sont ses désirs, et de leur donner quelque chose qui leur correspond et pas essayer de leur imposer quelque chose qui ne leur correspond pas. Et je pense que si on a des messages à faire passer à la jeunesse, c'est aussi en se mettant à leur portée et en leur montrant qu'on est là aussi vraiment à leur écoute et pour partager. Et je pense que le message est bien passé. Regarde, moi je suis un gars qui a 60 ans, mais je travaille qu'avec la jeunesse. C'est pas pour faire du jeunisme, c'est que j'ai une mission à remplir, elle est dans mon cœur, dans ma tête. Et c'est de m'adapter, voilà, c'est comme si j'allais aujourd'hui dans le Sahara avec une trottinette, quoi, c'est pareil. Donc il faut bien s'adapter à ce que l'on désire faire, à la vision que l'on a du développement, et puis être à l'écoute. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés par l'immigration clandestine, qui sont prêts à prendre la route Nicaragua, ou bien même qui sont prêts à prendre une pirogue pour se retrouver en France pour des lendemains meilleurs, des lutteurs même qui n'ont pas de combat, de grands lutteurs, de grands champions qui sont là, qui font des performances, des combats, qui enchaînent, qui gagnent, qui n'arrivent pas à avoir de combat. Et tous ces jeunes-là, ils vous lancent un appel, ils veulent bénéficier de l'aide, ils veulent réussir dans d'autres sports. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Une chose très importante, moi je suis dans le courant inverse. C'est-à-dire, je viens de l'Europe. J'ai fait ma vie en Europe et puis dans le monde entier pour pouvoir développer mon groupe. J'ai arrêté l'école à 15 ans, je suis un petit-fils de paysan. Le système ne m'a jamais aidé, m'a plutôt mis les bâtons dans les roues. Vous n'avez pas hérité d'argent ? Je n'ai hérité de rien. J'ai démarré, j'étais rien, j'étais inculte à 18 ans. Et c'est avec le courage, avec l'audace, avec le travail, parce qu'il n'y avait aucune chance que d'où je venais, je puisse réussir comme j'ai réussi. Mais comment vous avez fait ? Où est-ce que vous avez trouvé votre argent ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Mon argent, je l'ai fabriqué, je l'ai construit, pas dans ma cave, en travaillant, par le travail. Par un moment, j'ai la chance d'être né avec une capacité de convaincre, une capacité d'être suivi, avec un peu de charisme, où les gens vous écoutent, où on donne confiance, et puis je me suis formé. J'ai fait des formations de naturopathie, j'ai fait des formations professionnelles que je n'avais pas fait avant. Et puis, sur le terrain, pratiquer les valeurs de mes grands-parents, de mes parents. C'est l'honnêteté, la loyauté, la dignité, le courage, le partage, être dans une dimension d'amour et pas que dans une dimension financière ou de pouvoir. Et finalement, j'ai construit toute ma vie et mon groupe à partir de ça. Et c'est des choses tellement simples qu'on doit tous savoir, mais on les oublie en fait. Parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. On parle d'aujourd'hui d'une réussite, mais j'ai 60 ans. Quand j'avais 25 ans, j'étais tout sauf dans la réussite. J'étais dans le labeur, dans le travail, dans la douleur. Mille fois, j'ai eu le genou à terre, des genoux à terre, je me suis relevé sans savoir moi-même qu'est-ce que j'allais faire la semaine d'après, comment j'allais nourrir mes enfants et ma famille. Ça fait partie du chemin de vie et c'est là où on voit les valeureux. Donc pour revenir sur ta question, moi je dis à cette jeunesse africaine, mais restez ici, battez-vous ici pour votre pays, pour votre nation. Vous êtes chez vous ici, dans votre propre culture, votre âme est ici. L'Occident, c'est un autre monde. L'Occident aujourd'hui est plutôt en déclin, n'est pas un modèle absolu. On a une culture africaine qui est différente, on a une énergie différente et surtout ne voulons pas être absorbés et tomber dans cette culture qui est purement occidentale et qui n'a rien à voir avec la culture africaine. Et il faut préserver votre culture, préserver vos croyances, préserver tout ça et pour les préserver, il faut rester ici. Parce que même les gens qui reviennent d'Europe ne sont plus 100% africains. Ils ont été imbibés par quelque chose qui est différent que de là où on est né. Moi, j'ai conscience de ma différence ici. Je n'ai pas du tout la prétention
d'amener quelque chose de meilleur. La seule chose que j'ai de meilleur, c'est ce que j'ai dans mon cœur et dans ma volonté de construire quelque chose en étant africain. Je fais rire tout le monde quand je dis je suis un Africain, on me dit t'es le Sénégalais. Toute ma vie, j'ai fait rire les gens parce que je le fais les choses avec spontanéité, avec cœur et je ne cherche pas des calculs idiots, je fonce. Exactement. Et ensemble, on a tous Mais foncé. spécifiquement par rapport à la lutte sénégalaise, par rapport à ces jeunes lutteurs, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour ces jeunes athlètes sportifs qui sont pleins de talent mais qui n'ont pas la chance de démontrer cela? Buzz, on a un souci ici, c'est que le Sénégal, l'Afrique en général, a besoin de s'exprimer, a besoin d'exister. Et la lutte sénégalaise est un sport qui est purement sénégalais. C'est-à-dire que le Sénégal, c'est 17 millions d'habitants. Le marché est petit. Le marché est petit. Et la lutte sénégalaise est quelque chose de très microscopique, quoi, si tu veux. C'est pas quelque chose. Très culturel. Oui, parce que le CNG, beaucoup m'ont demandé de les aider à internationaliser, mais tu ne peux pas internationaliser la lutte sénégalaise avec tout ce qui est les marabouts, les gris-gris, les choses comme ça. C'est quelque chose qui fait peur. Il n'y a pas de timing. Et ça revient à la discussion du départ. C'est une culture qui est purement culture africaine et que je respecte, mais demander de l'exporter, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que je m'oriente vers le MMA et que l'espoir que je souhaite donner aussi à ces jeunes Sénégalais qui font de la lutte ou qui sont attirés par les sports de combat, que ce soit le kickboxing ou autre, c'est également de pouvoir s'exprimer à travers le MMA qui, lui, est exportable puisqu'il existe dans le monde entier. Et c'est de leur permettre à eux de pouvoir faire des combats parce qu'il y a 365 jours dans l'année, il y a des milliers de jeunes et on ne peut pas faire des combats 2 fois ou 3 fois par jour dans la lutte. Il faut pouvoir Donc c'est pour ça, ouvrir. après un premier événement de lutte bien réussi au niveau de l'organisation, vous avez préféré prendre un peu plus de recul pour vous concentrer dans le MMA. Et on vous a vu avec le président du PFL africain, Francis Ngannou, Oui. un digne fils du Cameroun, un grand champion africain. On vous a vu ensemble préparer des partenariats ou bien même signer un partenariat. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les lutteurs sénégalais ou pour les athlètes sénégalais en tant que tel? Un champion comme Francis Ngannou est bénéfique pour l'Afrique en général, pour toute l'Afrique. Mais votre partenariat? Notre partenariat aujourd'hui, il est venu sur Abidjan, donc pour une organisation par la fédération de MMA. Et il est évident que le premier que j'inviterai ici au Sénégal, on en a parlé avec Francis quand il est venu à Abidjan et ses équipes, c'est Francis Ngannou. Parce que je pense que c'est vraiment un modèle. Mais je ne veux pas trop me dévoiler, m'avancer, parce que tu sais, je suis quelqu'un, j'aime bien faire ce que je dis et être sûr de tout ce que je fais. Mais Francis est très intéressé par l'Afrique et tout ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, il y aura probablement des collaborations avec le PFL, avec la fédération de MMA du Sénégal quand elle verra le jour, c'est-à-dire très prochainement. Super. Et je pense que vous n'avez pas seulement des talents d'entrepreneur, mais aussi de psychologue. Vous avez eu à aider psychologiquement certains jeunes. Non, tu sais, quand on est entrepreneur, le propre d'un entrepreneur, c'est de mener des hommes et des femmes. Donc, à un moment donné, si tu veux obtenir le meilleur de tes équipes et permettre à tes équipes de devenir les meilleurs d'eux-mêmes, tu es obligé à un moment donné de faire preuve d'empathie, de psychologie, pour pouvoir les booster et savoir quel est le ressort qui les fait bouger. C'est pas, tout le monde n'est pas égaux. Et donc, tu as des gens qui sont motivés par l'argent, d'autres par la passion, d'autres par la volonté d'aider l'autre. Voilà, on a chacun des moteurs et des motivations. Et c'est la beauté de ce métier, c'est que tu gères des hommes et des femmes. Mais j'essaye de toujours les gérer, toujours avec amour et empathie. C'est vraiment la grosse différence. C'est ce qui fait que des fois, on pensait que j'étais un gourou. Mais j'ai rien d'un gourou. Je suis un homme libre et je suis pour la liberté de chacun. Mais c'est simplement de l'humain. Pour la petite anecdote, j'avais fait une déclaration devant des millions de Sénégalais en disant que je quittais l'arène, je quittais la lutte, j'arrêtais tout parce qu'à un moment donné, c'était un milieu où j'étais très passionné. Depuis tout petit, j'allais au stade. Puis on a bâti quelque chose d'extraordinaire avec tous ces jeunes-là, qui est Lutte TV. En 2017, de 3 000 abonnés à l'époque, on est passé à 900 000 abonnés. Puis on est arrivé au sommet
on peut dire, mais les difficultés se sont enchaînées. Puis à un moment donné, les crocs en jambes, comme on dit, et on était un peu découragé. Puis j'avais fait une déclaration en disant j'arrêtais la lutte. Mais tu as su me booster, communiquer avec moi, me remonter le moral, me dire qu'il fallait rester, qu'il fallait se battre, qu'il fallait continuer, il ne fallait pas abandonner. Mais j'avais déjà pris mon billet pour le Canada. Je pense qu'au lieu de billet aller simple, grâce à toi, j'ai pris un billet aller-retour grâce à cette communication. Et aujourd'hui, c'est cette communication-là, c'est ce fameux jour où on a discuté, on a parlé, tu m'as remonté le moral. Je pense que c'est ce qui nous a permis d'atteindre cela, ce trophée-là. Ouais, félicitations à ce toute trophée l'équipe. de Lutte TV, ce trophée de 1 million d'abonnés qu'on a obtenu aujourd'hui grâce à un travail extraordinaire. Je pense qu'on stagnait à un moment donné. On était arrivé à 900 000 abonnés, mais après, on avait 1000 abonnés de plus par mois. Si on continuait dans cette logique-là, on serait peut-être aujourd'hui à 910 000, 905 000 abonnés. Mais grâce à tes mots, grâce au travail qui a été abattu, grâce aussi au travail technique et matériel qui a été effectué, aujourd'hui on est arrivé à 1 million d'abonnés en un temps record. Puis on n'a même pas encore eu le temps de fêter le million d'abonnés. On est à 1 million 40 000 abonnés actuellement sur Lutte TV. Et on en profite pour dire que depuis quelques mois, vous voyez qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait par l'agence Metacom, mais aussi par la structure Erifay. Parce qu'il y a Lutte TV à côté, mais il y a Eric Favre TV à côté. Avant, il y avait Lutte TV à côté, Eric Favre TV à côté, mais maintenant, c'est un seul groupe. On travaille pour le bien du sport sénégalais, pour le bien de la population sénégalaise. Et il y a beaucoup de projets, énormément de contenus intéressants, une très bonne qualité dans ces contenus-là. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Lutte TV? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller vers une collaboration avec Lutte TV, alors qu'il y avait énormément de médias, de télévision qui pouvaient être demandeurs de ce genre de collaboration, mais tu as préféré t'engager avec Lutte TV. Prendre un média qui est Eric Favre TV en pleine expansion, accepter de mettre Eric Favre TV et Lutte TV ensemble pour une collaboration. Pourquoi tu t'es engagé dans cela? Pour une raison très simple, et je te remercie d'aborder ce sujet. Ça me permet en tous les cas de féliciter toutes les équipes de Lutte TV qui ont beaucoup de talent. Et quand tu es venu me voir, effectivement, j'ai vu que tu étais démobilisé. Tu voulais même me vendre Lutte TV. Et si tu te rappelles, je t'ai dit Lutte TV sans toi, il n'y a plus de Lutte TV. Et même si les équipes sont là, on a toujours besoin d'un manager, d'un leader, etc. Et c'est vraiment le travail que vous avez réalisé. J'ai toujours été très impressionné par le travail que vous avez réalisé avec le peu de moyens que vous aviez. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que d'où je viens, il y a beaucoup de moyens, mais des fois, il y a très peu de talent. Donc, et j'ai trouvé que ça, c'était magnifique. Donc moi, je suis très fier aujourd'hui de collaborer avec vous. Et la lutte, c'est dans le cœur des Sénégalais. Ça me paraissait naturel d'associer une passion sénégalaise et des équipes de talent et d'y additionner un autre état d'esprit avec Eric Favre TV, où on va aborder de l'artistique, du culturel, le multisport, le MMA. Et je fais un appel à tous ceux qui veulent s'exprimer dans le domaine artistique, culturel, sportif ou autre, de nous contacter, parce qu'on va laisser la parole à tous ceux qui des fois sont sans parole sur les télé médias stream. Et là, on veut laisser la parole à des gens de talent, des gens qui ont beaucoup de capacités, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer. Et c'est une vision quand même internationale. On voit que ça ne s'arrête pas qu'au Sénégal. On a vu récemment des contenus sur Eric Favre TV au niveau de la Côte d'Ivoire. On a même vu pendant un moment plus de contenus ivoiriens que des contenus sénégalais. On s'apprête à voir aussi des contenus guinéens. C'est ça. On dirait que c'est quelque chose d'international. On a vu aussi en France des événements organisés. Eric Favre TV, la vision, ce n'est pas juste au Sénégal. Tu sais, moi je suis un jusqu'au boutiste et un idéaliste et un gars qui fonce et qui se donne à 100%. Donc cette chaîne et ces chaînes seront 100% panafricaines. Donc effectivement à Abidjan, on est en train de monter un bureau à Abidjan, en Guinée, et on va s'adresser à toute la diaspora qui est dans le monde entier, puisque en dehors de l'Afrique, il y a beaucoup d'Africains en dehors de l'Afrique, et c'est d'être un média qui s'adresse à toute l'Afrique.
en Afrique, sur le continent africain et à l'extérieur de l'Afrique, pour qu'ils comprennent que l'Afrique est en train de changer, est en train d'être dans sa révolution et qu'on a besoin de compétences, on a besoin de gens qui croient dans ce projet africain. Et tu te rends compte, c'est un vieux blanc qui parle comme ça, parce que vous m'avez donné un retour à ma propre humanité quand j'étais gamin. Vous y êtes pour rien quelque part, parce que vous êtes même pas rendu compte de ce que vous m'avez fait. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me motive et qui me donne envie de construire avec vous ici. Et puis de monter toute la partie distribution, puisqu'on vient juste de récupérer la distribution. C'est le sujet que je voulais aborder. Voilà. Dépenser de l'argent, organiser des événements, faire du sportif et tout. À un moment donné, il faut un peu de rentabilité pour quand même continuer à organiser des événements sportifs. D'où vient la rentabilité de tout ce que fait Eric Favre au niveau du Sénégal et de l'Afrique en général? Aujourd'hui, il n'y a aucune rentabilité dans ce que j'ai fait en Afrique. Il y a donc que de l'investissement. C'est une projection sur le long terme. Oui, c'est ce que j'ai gagné dans ma vie passée dans le reste du monde et en France, que j'investis aujourd'hui en Afrique pour montrer que je suis vraiment dans un investissement total et à 100% en Afrique. Et je l'ai dit d'ailleurs dans une autre émission, je me suis engagé vis-à-vis de moi-même, même pas vis-à-vis de vous, que tout ce que je ferai en Afrique, je le laisserai en Afrique, à mes enfants africains dont tu fais partie, dans ma tête. Tu es mon associé, tu es quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir, ainsi que Malik de chez Metacom et toutes les autres équipes, que Max, Eric Favre Power Security, Bill dans Eric Favre Event. Et mon envie et mon devoir, c'est d'être avec vous. Et le jour où je partirai, soit physiquement ou soit mon âme, j'espère que tout ce que j'aurai fait vous permettra à vous de continuer cette première pierre qu'on aura posée tous ensemble. C'est très très important. Donc là, on peut retenir qu'on aura très bientôt de très grands événements sportifs. Oui. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, tu as révolutionné le sport en France avec du powerlifting, les événements de bodybuilding. De bodybuilding, de powerlifting. Powerlifting et aussi le MMA, tu en as organisé, K1, le kickboxing, tout ça. Donc on pense qu'on aura bientôt aussi ce genre d'événements au niveau du Sénégal. Mais il paraît que tu as une procédure d'adoption pour Boussiteux, tu vas l'adopter. Parce que il dit ça ma maman Nathalie, puis mon père Eric Favre, tu vas adopter Boussiteux. On a déjà adopté Boussiteux. Boussiteux, Laurent font partie de tous ces jeunes qui ont un talent fou. Et au-delà de leur talent sportif, ils ont un talent d'entraîneur de foule et ils nous font rire. Et c'est bon de rire. Dans ce monde qui est compliqué, qui est difficile, quand on a des jeunes comme ça qui, au-delà de leur talent de sportif, arrivent à nous faire sourire, nous mettre de la joie au cœur, c'est montrer un peu quelque part à tous ceux qui se prennent trop au sérieux que l'on peut faire des performances dans le sport, mais en ayant la joie au cœur. C'est très très important. Est-ce qu'on peut voir, on a vu Boussiteux, Laurent Ndiago, quand le combat a été ficelé en lutte sénégalaise, Boussiteux était beaucoup plus expérimenté que Laurent. Il avait 10 combats alors que Laurent avait un seul combat. Boussiteux avait plus de 10 combats, mais quand même Laurent a gagné ce combat-là. Et tu les as opposés à nouveau avec Yahya, qu'on salue au passage, président de la fédération de kickboxing. Tu les as opposés en kickboxing lors du 2 décembre. Ça a été un match nul. Est-ce que demain, pour le prochain combat de MMA, on peut voir une opposition entre Laurent Ndiago et Boussiteux pour une clarification? Bien sûr, moi je remercie également Yahya Diop, le président de la Fédé, parce que c'était pas gagné. Je veux dire, c'est vrai que leur sport initial, c'était pas le kickboxing. Donc ça a été un show où ils ont fait match nul. Mais je souhaite et j'aimerais vraiment les booker dans un combat de MMA et je suis sûr qu'ils seront partants pour prendre leur revanche. Mais là, il n'y aura pas de match nul. Là. Il y aura un gagnant, un perdant. C'est sûr, en MMA, il n'y aura pas de match nul. Il y aura une cage. L'arbitre ne va pas intervenir comme la dernière fois aussi. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de la date du prochain combat de MMA, de l'événement de MMA que tu vas compte organiser? Écoute, aujourd'hui, on est dans une démarche de créer une fédération avec d'autres spécialistes ici de MMA ici au Sénégal. Si on n'arrive pas à faire cette fédération,
J'ai aujourd'hui la possibilité de faire en Gambie, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Ou en France même. Ou même en France, mais je préfère aujourd'hui être en Afrique, puisque je m'engage maintenant 100% en Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, on a déjà organisé plusieurs événements dans le kickboxing. Et le club Eric Favre Gym à Abidjan, où s'entraîne Tafatine actuellement, en préparation, et le club qui a été sélectionné par la Fédération de MMA ivoirienne pour préparer tous les lutteurs MMA. Et j'ai d'ailleurs des lutteurs MMA français qui viennent s'entraîner au Eric Favre Gym à Abidjan. On a vu Balla Gaye 2 à l'INSEP de Paris. Oui. Son parrain Aziz Ndiaye l'a envoyé là-bas pour se préparer et ils ont dit qu'ils allaient faire d'une bouchée de tafatine parce que tafatine c'est une entrée en tant que telle, le plat de résistance c'est après. Tafatine t'a sollicité pour aller au Eric Favre Gym, c'est la première fois? Non, Tafatine, quand on a préparé le combat de Bombardier-Tafatine le 13 février l'année dernière, Tafatine a été préparé pendant une partie à Abidjan. Les gens ont vu d'ailleurs le changement de Tafatine, mais on n'a pas été jusqu'au bout de la préparation. Cette fois, Tafatine, qui est remonté quand même après le combat de Bombardier, a fait d'autres combats, a pris conscience de ses lacunes, a pris conscience qu'il devait travailler jusqu'au bout sa préparation. Et effectivement, ils sont venus me demander de pouvoir l'aider à se préparer. Et il est parti pour plusieurs mois ici à Abidjan pour se préparer très sérieusement. Moi, je connais la France, je connais l'INSEP. Et tu vois que je n'ai pas choisi une préparation en France ou aux États-Unis, je l'ai choisi en Afrique. Pourtant, tu as un club en France, tu as des équipes en France, à Dubaï, aux États-Unis. Oui, mais aujourd'hui, je suis en Afrique et je veux rester cohérent et montrer aux Africains qu'on a tout ici en Afrique pour pouvoir arriver à faire des bonnes préparations, à un moment, on ne peut pas se dire on est panafricain, on veut l'autonomie et toujours aller chercher de l'aide ailleurs. Mais au niveau de l'efficacité, penses-tu que la préparation de Tafatine en Côte d'Ivoire puisse rivaliser avec la préparation de Balla Gaye 2 à l'INSEP de Paris? Non, elle ne va pas rivaliser avec l'INSEP, elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure. La préparation en Côte d'Ivoire est meilleure que celle de l'INSEP? Mais vous le verrez après, parce qu'elle est différente, on va dire. On est à Abidjan. Il est en France. La France est normée, régulée, est dans un concept. Moi, mes gars là-bas à Abidjan, ils sont 24 sur 24 avec Tafatine. Va faire du 24-24 en France à l'INSEP. On a les 35 heures, on a les machins, etc. Ça n'a rien à voir. Il y a un encadrement à Abidjan et vous avez qu'à voir dans quelles conditions est Tafatine à Abidjan au Eric Favre Gym et dans quelles conditions est Balla Gaye à l'INSEP à Paris. Il y a une différence. Mais il y a une différence qui est radicale. Okay. Et puis il y a une différence, c'est que Tafatine à Abidjan est un demi-dieu parce que c'est un lutteur et qu'on est en Afrique et que Balla Gaye à INSEP est un champion africain, mais pas d'une discipline qui est la première discipline en Europe et en France. Pourtant, on nous a dit que l'INSEP coûtait extrêmement cher. Quand on est à l'INSEP de Paris, on est encadré par les meilleurs au monde. Est-ce que vous n'avez pas choisi la facilité en termes de finances en allant en Côte d'Ivoire? Non, parce que je pense que la préparation de Tafatine en Côte d'Ivoire me coûte plus cher que celle de l'INSEP. Ah oui? Elle coûte cher parce que tu as fait des évaluations entre tes clubs en France et dans les autres pays? Non, je n'ai pas fait d'évaluation de prix. Tu as l'expérience? Je n'ai pas fait des évaluations de prix, j'ai fait des évaluations de compétences et de choisir une préparation qui correspond à l'athlète Tafatine. Si j'avais un autre athlète d'un autre gabarit, d'une autre discipline, peut-être que je l'aurais préparé dans un autre club. Mais ce club correspond parfaitement à ce dont a besoin Tafatine pour pouvoir s'améliorer, trouver de l'agressivité, trouver de l'explosivité, trouver de la mobilité, trouver de la technique en boxe, etc. Et je sais que c'est dans ce club que doit se préparer Tafatine. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de la préparation, du prix de la préparation d'un athlète comme Tafatine? Est-ce que c'est donné à tout le monde comme moi, modeste sénégalais, sportif, je peux me lever pour aller me préparer en Côte d'Ivoire? Ça coûterait combien une fourchette?
Tafatine, si tu veux, aujourd'hui est dans un concept où il est nourri, logé, blanchi. Et quand je dis nourri, c'est pas le TIEP une fois par jour. C'est 5-6 repas par jour, tout est calculé, pesé. Il passe à l'impédance-métrie toutes les semaines pour voir comment évolue sa masse corporelle, comment évolue sa masse musculaire, bien sûr, surtout. Et donc son alimentation est calculée par rapport à ça. Il est dans un logement qui est très correct. Il est encadré, donc il va à la piscine, il a des masseurs, des préparateurs de boxe, de lutte. Donc il a un encadrement qui est complet. Et une préparation comme ça, c'est autour des 10 000 € par mois à peu près. 10 000 € par mois? Pendant combien de mois? 5 mois. Donc, vous voulez nous dire que la préparation de Tafatine contre Balla Gaye 2, rien qu'en Côte d'Ivoire, va coûter au moins dans les 40 000, 50 000 €? C'est ça, oui. Donc, ce n'est pas donné à tout lutteur, n'importe quel lutteur? Non, c'est pas donné à tout lutteur, mais en ce qui me concerne, j'avais un engagement vis-à-vis de Tafatine. Tafatine, quand je l'ai vu la première fois, c'est un géant. Mais il y avait quelque chose d'incomplet. Et le fait qu'il ait pu rebondir un petit peu sur le combat de Bombardier a été bien. Et je t'avoue, quand j'ai vu Tafatine contre Homocène, j'ai été impressionné par Homocène, pas par Tafatine. Homocène, dans ce combat, m'a vraiment impressionné par sa rapidité, son explosivité, et j'ai eu peur à un moment donné, même pour Tafatine, que Tafatine se fasse coucher par Homocène. Donc ça m'a fait de la peine. Je félicite Homocène, sincèrement, il a fait un combat très agressif. Et là, je me suis dit, j'ai plus rien, je suis resté silencieux. Et c'est Tafatine qui est venu Il a pris conscience. Il a pris conscience avec son manager et autres qu'il fallait qu'il continue sa carrière, parce qu'il est plus tout jeune, il n'a pas 25 ans, Tafatine. Donc il lui reste une fenêtre de tir, et ces 2 dernières années, il a fait quasiment un sans faute, mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Il a un potentiel beaucoup plus important, mais il faut qu'il travaille. Il faut qu'il le travaille. Donc, si je comprends bien, la préparation de Tafatine va coûter dans les 30 millions de francs CFA, 50 000 € pour 5 mois au Eric Favre Gym. Au Eric Favre Gym, comment ça se passe? C'est juste un gym ou bien vous avez un internat, des logements, où vous faites la part des choses? On a des logements, on a une conciergerie qui capacité de pour combien d'athlètes? Une vingtaine de personnes à peu près. Exactement. Là en ce moment, on a des gens qui viennent de France, qui viennent du Maroc, qui se préparent. Alors il y en a qui choisissent le logement ailleurs parce qu'ils ont de la famille ou des amis, donc ils ne prennent pas toute la partie logement qui représente une grosse partie. Et après, ils prennent que des options. Il y en a qui viennent pour faire de la muscu, il y en a d'autres qui viennent faire pour du powerlifting, il y en a qui viennent faire du kickboxing. Donc il y a des options différentes pour pouvoir. Est-ce que dans cette préparation-là, vous avez prévu des produits qui peuvent le permettre d'avoir de meilleures performances? Tout est prévu en termes de compléments alimentaires, protéines, acides aminés, complexes pour les articulations, pour la circulation. Bien sûr, 0 dopage, on est d'accord, ça c'est clair, on n'est pas... Qu'est-ce qu'on appelle le dopage en tant que tel? C'est un peu à l'américaine. Vous partez 2 mois aux États-Unis, vous revenez, vous avez complètement changé, c'est des stéroïdes. C'est tout ce qui est stéroïdes, anabolisants, testostérone, etc. Tout ça est exclu chez nous, puisque aujourd'hui on est préparateur pour la fédération de MMA et on a des compétitions à l'international. On a Mouzou qui devait partir à Abu Dhabi d'ailleurs pour. Vous avez avec Francis Ngannou, comme je disais tout à l'heure, pour préparer les athlètes. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui, nous, d'avoir autre chose que la préparation physique. C'est ce qu'on a ici, le problème, c'est que les gens ne planifient aucunement leur performance. On fait de la lutte. Quand on n'a pas de combat, on a l'impression qu'on est en repos. Mais quand on est un combattant professionnel, on s'entraîne toute l'année. Avec des phases, bien sûr, de temps en temps de récupération, de repos. Mais toute l'année, on doit rester en condition. On ne doit pas tomber à 40% de sa condition. Et puis après, taper vite, parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Même chez les lutteurs professionnels, vous avez remarqué ça? Mais bien sûr, bien sûr. On le voit tout le tour. Je ne veux pas citer de nom particulier, mais on voit bien que c'est un entraînement qui est un petit peu fait, comme on dit, à l'arrache.
Mais est-ce qu'il y a un lutteur sénégalais qui vous a impressionné, à part Tapha Tine, bien sûr? Est-ce qu'il y a un lutteur sénégalais qui vous a impressionné de par son sérieux dans les entraînements, de par ses capacités? Est-ce qu'il y en a? Oui, Tapha Tine et Bombardier m'ont impressionné par leur physique et par leur longévité. Moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Modelo aujourd'hui, qui, en termes d'intelligence de sa carrière et en technique, et c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est posé. C'est celui qui me revient le plus comme ça en premier lieu. Je ne suis pas un connaisseur suffisamment fin pour connaître tous les lutteurs aujourd'hui. Il y a certainement d'autres qui ont des capacités. Est-ce que ce que vous avez dit tout de suite par rapport aux lutteurs qui ne sont pas sérieux, 40% d'entraînement sur toute l'année, est-ce que selon vous c'est le cas de Modelo, vous qui connaissez bien un athlète? Je ne peux pas avoir un avis objectif parce que je ne connais pas assez leur rythme. Je peux avoir un avis sur ceux que j'ai vus et que je connais, mais je ne connais pas suffisamment Modelo pour pouvoir avoir un avis et non pas un jugement. Ce que je vois, c'est les résultats. Ce que je vois, le résultat dans sa carrière, dans sa manière de mener ses combats. Dans la manière de mener ses combats, je trouve que c'est un garçon qui est intelligent et que j'aimerais voir dans un combat de MMA. Franchement, Vous pensez organiser son prochain combat de MMA? J'adorerais faire ça. C'est clair. Parce contre un lutteur sénégalais ou bien contre quelqu'un qui nous vient dans notre pays? Soit l'un, soit l'autre. Pour Modelo, je serais bloqué sur rien du tout. C'est des choses qu'on devra discuter ensemble. Mais je pense que Modelo est vraiment un beau candidat pour le MMA. Là où je vais... Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est très important et même c'était ma prochaine question. Vous avez vu préparer Tapha Tine, investir sur sa personne, l'envoyer au Rick Favre Gym de Abidjan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez une sollicitation de Balla Gaye, de Eumeu, est-ce que vous allez faire la même chose? Vous avez une team Eric Favre avec Bombardier, Tapha Tine, Franck est un de vos athlètes puisque vous l'avez signé pour un combat de MMA, Boussito Laurent Ndiago. Est-ce que les lutteurs que vous allez aider vont s'arrêter à votre team ou bien demain, vous pourrez préparer Balla Gaye 2 ou bien un autre ancien adversaire de Tapha Tine ou futur adversaire de Tapha Tine? Pour être honnête avec toi, Buzz, je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. Ce que je sais, c'est que je veux aider les jeunes. Là, j'ai aidé Tapha Tine, Bombardier, on a fait des choses ensemble. Je les ai aidés, on a fait des choses ensemble. Mais je suis vraiment à fond sur Franc, sur des gens comme Seringue. Et puis je compte aussi, Guy, et je compte bien sûr aussi sur votre expertise, à vous, dans ce domaine de la lutte sénégalaise. Je ne connais pas suffisamment. Je peux jauger quand je verrai les gens à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore une idée très arrêtée par rapport à ça. Je suis ouvert à tout. Y a-t-il un poids maximum pour les lutteurs qui seront cooptés pour faire les premiers combats de MMA? Non, tu sais, dans le MMA, les poids moyens, les poids mi-lourds, etc., c'est très technique, c'est très agressif, c'est très violent. Quand on va dans les poids lourds, c'est ceux qui souvent font le plus de buzz parce qu'on ne va pas toucher que les connaisseurs, on va toucher le grand public. Et quand tu vois un Bombardier et un Tapha Tine dans une cage l'un contre l'autre, ça fait un show qui est phénoménal. Mais la technique de combat et les intensités de combat sont complètement différents. Super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce premier plateau avec ce beau trophée-là. Félicitations à vous tous. J'en profite pour féliciter toute l'équipe parce que je pense qu'on ne m'a pas souvent vu à la caméra. On va les applaudir. On va les applaudir, ça c'est clair. On m'a pas souvent vu à la caméra, je pense depuis 2017. De 2017 à 2024, c'est 7 longues années. Donc, ce n'est pas moi qui étais là pour jouer les premiers rôles. Peut-être j'ai fait quelques lives Instagram durant la Covid et tout, mais il y avait toute une équipe technique qui était là, des reporters de qualité qui étaient là matin, midi, soir pour effectuer un travail colossal, qui était sur le terrain, qui ont travaillé dans des conditions extraordinaires, des fois qui ont dormi chez les lutteurs pour avoir des exclusivités et toute la réalisation pour le son, l'image, les vidéos. Je pense qu'aujourd'hui, on a de très très belles perspectives parce qu'il y a énormément, c'est un terrain vide en Afrique, au Sénégal, il y a énormément de choses à faire. Dans les MMA, il n'y a encore rien. Dans le bodybuilding, dans les hommes forts, les strongman. Powerlifting, tout ça, il n'y a rien. Et pourtant, ce sont des sports qui nous ont toujours fait rêver. On a toujours regardé à 2h, 3h du matin des grands galas de boxe. Mike Tyson nous a tous fait rêver, Floyd Mayweather. Donc si aujourd'hui, on peut avoir
cet événement-là, ces événements-là ici au Sénégal? Pourquoi rêver de Mike Tyson alors qu'on a notre propre Mike Tyson? Donc Exact. tout ça, c'est l'African Dream. Donc je te remercie. Et le mot de la fin, Eric, je te le donne. Ben, le mot de la fin, c'est remercier toute la population sénégalaise pour leur accueil, pour leur amour qu'ils me donnent, parce que franchement, il ne se passe pas une journée sans que dans la rue, les gens m'appellent par mon prénom et me remercient. Et puis, vous exprimez toute la fierté que j'ai de travailler avec toutes les équipes ici. Je suis super fier. Et je dirais, quand je suis avec vous, je n'ai pas l'impression d'avoir 60 ans, j'ai l'impression d'en avoir 30. Exactement. Et d'avoir l'impression qu'il me reste des décennies devant moi avec vous. Et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est que de l'amour et de la passion. En tout cas, le plaisir est partagé. On vous donne rendez-vous. Je pense que vous allez animer quelques émissions sur Eric Favre TV durant le mois de Ramadan. Vous allez un peu nous aider par rapport à la nutrition parce que pendant le mois de Ramadan, il y en a qui ont du mal. Ils dorment toute la journée, ils ne savent pas quoi manger le matin. Et certains ont des problèmes de perte de poids, d'autres ont des problèmes aussi de prise de masse ou prise de poids. Donc, en tout cas, on espère que vous allez partager avec nous votre expertise par rapport à ces différents domaines sur Eric Favre TV durant le mois de Ramadan. Et même après aussi, il y aura d'autres concepts. En tout cas, on donne rendez-vous à nos chers amis. On ne va pas dire les internautes, puisque maintenant c'est une télévision. On va dire à nos amis les téléspectateurs. On vous donne rendez-vous prochainement. À nos amis tout court. À nos amis. Merci.